Nous sommes en 1931, à New York. Et cet homme, c'est Walter Milton. Un élégant homme de 58 ans, les cheveux grisonnants, toujours bien habillé, tiré à 4 épingles, comme on dit. Walter est comptable à la National Credit Corporation, une banque prestigieuse. Walter est, en ce moment même, dans un café en compagnie de son collègue et ami John Harris. Il est vendredi. Il fait beau. Walter annonce à John qu'il a l'intention de se marier avec Eleanor Marsh, une femme qui habite juste en face de son appartement sur Lexington Avenue. John Harris est abasourdi. Eleanor a presque 20 ans de moins que Walter. John ne comprend donc pas pourquoi son ami veut se marier avec une femme aussi jeune. Mais Walter sourit et se contente de dire que c'est sa décision, qu'ils s'aiment et qu'ils vont s'unir pour le meilleur et pour le pire. Eleanor Marsh est une femme qui va atteindre la quarantaine, coquette, élégante. Elle a été mariée une fois, mais son mari est décédé des suites d'une maladie grave, alors qu'elle atteignait ses 30 ans. Eleanor est une femme avec un désir de vie simple, s'occuper de l'homme qui partage sa vie. Et cet homme, elle est persuadée de l'avoir trouvé le jour où elle a croisé la route de Walter Milton, lui redonnant le sourire qu'elle avait perdu depuis le décès de son mari. Eleanor est en ce moment même chez sa sœur cadette Suzette. Elles prennent le café en mangeant des petits gâteaux. Suzette n'en revient pas quand Eleanor lui annonce son prochain mariage avec un homme de presque 20 ans son aîné. Sa sœur pourrait très bien trouver un homme dans ses âges, mais Eleanor lui répond que sa décision est prise, qu'elle aime Walter, que lui aussi l'aime et qu'ils sont tous les deux bien décidés à se marier. Et le mariage a effectivement lieu. Un beau mariage. Très réussi. Walter et Eleanor sont très élégants. Ils sont également très heureux. Et les appréhensions de Suzette et de John semblent s'envoler devant le bonheur de Walter et Eleanor. Puis, Eleanor emménage dans le somptueux appartement de Walter et découvre que Walter est extrêmement maniéré. Il a une règle de vie très stricte et n'en déroge pas. Il entreprend donc d'éduquer Eleanor à son rythme de vie. Absolument tout chez Walter est régi par une règle. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Eleanor tente donc de s'adapter aux règles de vie de son mari et découvre, pour sa déconvenue, que Walter rentre dans une colère noire quand sa femme oublie une de ses règles et n'hésite pas à rabaisser, à humilier et à hurler sur sa femme qu'il terrifie. Un soir, par exemple, Walter décide de faire la cuisine. Il veut faire goûter à sa femme son risotto maison. Mais au moment d'ajouter la sauce tomate, Walter ouvre le placard, prend le pot de sauce tomate et découvre qu'il est pratiquement vide. Dans sa règle de vie, chaque fois que l'on utilise une sauce ou un ingrédient en pot, il faut faire une marque sur le tableau des courses. Au bout de 3 marques, il faut racheter l'ingrédient. Or, en regardant sur le tableau des courses, il ne voit que 2 marques. Eleanor a donc oublié de faire la 3e marque, signe qu'il faut que l'on rachète de la sauce tomate, afin de ne pas en manquer. Walter entre alors dans une colère noire. « Eleanor !» crie-t-il. Eleanor rejoint Walter dans la cuisine, un peu tremblante. Elle se demande ce que son mari va lui reprocher. « Eleanor, petite gourde !» hurle Walter. « Où est la 3e marque pour la sauce tomate, Eleanor ?» Eleanor se mord les lèvres. Elle comprend sa faute qui, pour elle, est anodine, mais qui pour Walter est terrible. Walter pense se saisir du marqueur afin de faire la 3e marque sur le tableau des courses,
mais ne le trouve pas dans son emplacement. Éléonore le sort de sa poche dans laquelle elle avait dû le glisser sans faire attention. Un geste automatique. Et le tend timidement à Walter qui fulmine. « Dans votre poche, Éléonore ? Que fait le marqueur du tableau des courses dans votre poche, Éléonore ?» Il saisit violemment le marqueur, fait la 3e marque sur le tableau des courses, puis le repose dans son emplacement, près du tableau des courses, en hurlant. « Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place, Éléonore. Ne l'oubliez pas, Gourgandine. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. » Puis il s'en va, laissant là sa femme en pleurs, terrorisée. Quelques jours passent. On est vendredi après-midi. Walter est au travail. Et Éléonore est confortablement installée dans le canapé du salon. Elle lit un magazine en buvant un verre de vin. Un disque de Duke Ellington tourne sur le tourne-disque. Éléonore lève machinalement la tête. Ses yeux se posent sur la pendule du salon. 16 heures va bientôt sonner. Éléonore s'affole. Walter va rentrer. S'il la trouve comme ça, il va encore lui hurler dessus. Il faut tout ranger comme il faut, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Si une chose dépasse, Walter va hurler. Éléonore se lève précipitamment, mais elle trébuche et laisse tomber le verre de vin qui se brise et répand le liquide sur le tapis du salon. Sa main cherche machinalement quelque chose afin d'éviter de chuter et trouve le tourne-disque. Celui-ci tombe sous la pression de la main et Duke Ellington se tait en faisant un bruit caractéristique du disque qui se raye sous le diamant. Éléonore tombe à genoux et se coupe sur un bris de verre, lui arrachant une grimace. Elle parvient à se relever, court dans la cuisine chercher des produits afin de nettoyer le tapis, mais cela ne fait qu'empirer les choses, laissant sur le tapis une énorme tache blanche du produit savonneux, maculée du rouge du sang d'Éléonore et du vin renversé. Il est 16h30 quand Walter rentre chez lui. Il est allé boire un verre avec son ami John Harris en sortant du travail. Il suspend son manteau à la patère, puis, au moment de pénétrer dans le salon, marque un temps d'arrêt. « Mais que, bredouille-t-il, a-t-elle perdu la tête ? Éléonore, hurle-t-il. Éléonore, qu'avez-vous fait, Éléonore ?» Il se dirige vers la cuisine, mais elle est vide. « Où êtes-vous, Éléonore ?» hurle-t-il. « Êtes-vous devenue folle ?» La salle de bain et les WC sont vides aussi. « À quoi jouez-vous, Éléonore ? À quoi jouez-vous, Gourgandine ?» La chambre est vide également. « Où vous cachez-vous donc, Éléonore ?» Il ouvre la porte menant à la cave, commence à descendre les escaliers et perd soudainement l'équilibre, dégringolant tout en bas des marches. Lundi arrive. Nous sommes en milieu de matinée quand la police toque à la porte de l'appartement des époux Milton. Suzette, la sœur cadette d'Éléonore, a téléphoné à la police durant le week-end. Sa sœur devait venir lui rendre visite et elle n'est pas venue. La police lui a répondu qu'elle était sans doute partie en week-end avec son époux. Puis, c'est John qui à son tour a appelé la police le lundi matin, disant qu'il avait un rendez-vous d'affaires très important avec Walter et que celui-ci ne répondait ni au téléphone ni à sa porte. Le commissaire de police envoie donc un inspecteur et 2 agents à l'adresse des époux Milton. John les attend. L'inspecteur frappe à la porte en s'annonçant. « C'est la police, monsieur Milton. Ouvrez, s'il vous plaît, crie-t-il. » Mais personne ne répond. Et l'inspecteur demande alors à l'un des gendarmes d'aller chercher le bélier dans la voiture afin que l'on pénètre dans l'appartement par force. L'appartement est vide. Dans le salon, il y a le tourne-disque retourné et une grande tache sur le tapis. L'inspecteur appelle. « Monsieur Milton ? Madame Milton ?
« Êtes-vous là ? C'est la police !» Mais personne ne répond. Chaque pièce est fouillée, mais l'appartement semble vide. Un des agents se dirige alors vers la porte qui mène à la cave et perd l'équilibre sur les marches. Il est rattrapé de justesse par son collègue. En baissant les yeux, ils aperçoivent de petites billes marron noires répandues sur les escaliers. Ils descendent avec précaution et dans ce qui semble être un petit atelier pour bricoleurs du dimanche, ils découvrent une scène d'horreur. La pièce est baignée de sang. Assise par terre, une femme fixe le vide, le regard absent. Elle répète inlassablement la même phrase. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Les gendarmes ont la nausée en fouillant la petite pièce. Sur les étagères, il y a des bocaux. Chaque bocaux est identifié. Yeux, doigts, poumons, etc., etc. Dans ces bocaux, il y a en effet les organes identifiés. Dans une grande caisse à terre, il y a les restes du corps de Walter Milton et une vieille scie rouillée. Éléonore est envoyée dans un hôpital psychiatrique de campagne dans lequel elle finira ses jours. Cet établissement aujourd'hui n'existe plus. Il fut laissé à l'abandon. Et aujourd'hui, seules quelques ruines subsistent encore dans ce coin de campagne où la nature a repris ses droits. Une route passait non loin de l'établissement. Mais une déviation a dû être faite, car plusieurs promeneurs et plusieurs automobilistes rapportèrent que, en passant au niveau de l'établissement, ils se sentaient comme étourdis et pris de nausées, entendant dans leur tête une voix féminine répéter inlassablement « Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. »